L'administration Trump est désespérément en quête de guerre contre, bien sûr, tout ce sur quoi Donald Trump avait fait campagne. Nous voyons cette montée vers la guerre frapper le Venezuela. Nous avons vu l'embarras auquel Trump a été confronté en Corée du Sud lors du sommet de l'APEC, où Xi Jinping a présenté une réponse majeure à la guerre commerciale. En ce qui concerne l'Ukraine, la Russie continue de frapper le pays et de déployer de nouvelles armes comme le missile Burevestnik, pratiquement impossible à arrêter. Il peut parcourir plus de 14 000 kilomètres, plus vite que tout système de défense aérienne ne peut l'intercepter, et il peut transporter des armes nucléaires. Ainsi, la Russie et la Chine sont peut-être trop difficiles à renverser pour le moment. Et les États-Unis, sous Trump, s'en prennent à ce qu'ils considèrent comme des cibles plus faciles au Venezuela. Lorsqu'il s'agit du Venezuela et de l'Amérique latine, nous savons qu'il y a toujours un moment où un pays, un gouvernement que les États-Unis n'apprécient pas, se retrouve sous la boule de démolition du gouvernement américain. Ainsi, une guerre pourrait potentiellement éclater au Venezuela, et cela pourrait arriver très bientôt. Des rapports indiquent qu'il y a d'importants déploiements de troupes américaines et de porte-avions remplis de F-18 Hornet et de F-35. Un état de préparation règne dans toute la région, à Trinité et Tobago par exemple, que le Venezuela a dénoncé comme servant de base avancée pour une éventuelle opération de changement de régime. Les médias traditionnels affirment que des frappes américaines contre le Venezuela semblent de plus en plus probables. L'administration a identifié des installations militaires au Venezuela, prétendument utilisées pour le trafic de stupéfiants, comme cible potentielle pour ces attaques. Bien que Trump n'ait pas encore pris de décision finale quant à la réalisation de frappes à l'intérieur du pays, les cibles potentielles envisagées seraient des aéroports et des ports sous contrôle militaire, y compris des pistes d'atterrissage et des installations navales, a rapporté le média en citant un responsable américain. Donald Trump a déclaré que ce n'était pas vrai. Marco Rubio a également affirmé qu'il n'allait pas faire cela. Mais chaque fois que l'administration Trump dit quelque chose de ce genre, on doit se demander si c'est vrai. Combien de fois avons-nous vu, par exemple, l'administration Trump soi-disant négocier un cessez-le-feu à Gaza ou discuter avec la Russie du conflit en Ukraine, pour ensuite approuver des frappes à longue portée ou permettre à Israël de violer constamment le cessez-le-feu. Ou peut-être même permettre à Israël de tenter d'assassiner des négociateurs pendant qu'ils discutent du plan de cessez-le-feu de Trump. Rien de ce que dit l'administration Trump ne peut être digne de confiance. Et j'ai oublié l'Iran. Comment ai-je pu oublier l'Iran? Sous Trump, les États-Unis ont passé des mois à menacer le gouvernement iranien autour de ce prétexte nucléaire. Cette affirmation grotesque, selon laquelle l'Iran était à quelques semaines d'obtenir une arme nucléaire. Ensuite, ils ont entamé des négociations, et l'AIEA agit essentiellement comme un agent du Mossad, espionnant l'Iran et utilisant ces discussions pour synchroniser une frappe israélienne, qui s'est finalement révélée être une attaque surprise, menée principalement par des agents et des opérations du Mossad. Et puis, bien sûr, la guerre de 12 jours éclate, et les États-Unis mènent leur propre opération Marteau de minuit, ou peu importe son nom. Nous connaissons donc l'histoire. L'histoire, c'est que les États-Unis, sous Trump, utilisent les négociations comme une arme. Ils utilisent leurs mots, leur prétendue ouverture de paix ou leur dénégation de vouloir la guerre, comme un moyen d'endormir les gens avant que la guerre n'éclate réellement. C'est donc cela qu'il faut garder à l'esprit lorsque Trump ou tout autre politicien ou représentant américain affirme qu'il n'y aura pas de guerre, même s'il y a des avions de chasse américains stationnés à Porto Rico et à Trinité et Tobago. Des installations militaires sont en train d'être construites, des troupes sont déployées. Ils ne font pas cela pour s'amuser.
Ils le font pour préparer la population à la guerre. Cependant, la situation devient délicate, car le Venezuela n'est pas un adversaire aussi facile que ce que l'establishment de la politique étrangère américaine pense, ni que ce que beaucoup de personnes regardant cette vidéo pourraient croire. En raison des sanctions qui ont largement dévasté l'économie, et du fait que c'est un pays plus petit. Mais le fait est que le Venezuela est le pays le plus riche en pétrole au monde. Il a également, malgré les sanctions qui l'ont durement frappé, réussi à maintenir sa souveraineté. Nous avons, par exemple, Nicolás Maduro, qui mène une vaste campagne pour armer des milices à l'intérieur du Venezuela afin de défendre le pays contre toute incursion américaine. Rappelez-vous, on disait la même chose de Kadhafi. Si Nicolás Maduro était si impopulaire, surtout parmi les Vénézuéliens les plus pauvres, pourquoi demanderait-il à l'armée d'armer des gens qui pourraient ensuite retourner ses armes contre lui et le renverser? L'idée ici, c'est que le Venezuela se prépare et que la situation pourrait ne pas être aussi simple que certains le pensaient, en particulier parmi les néoconservateurs et les faucons du Venezuela, les faucons d'Amérique latine au sein de l'administration Trump. Marco Rubio vient particulièrement à l'esprit. Le Venezuela n'est pas seul non plus. Il est important de se rappeler que même si beaucoup critiquent l'ampleur de l'aide apportée par la Russie ou la Chine au gouvernement et au peuple du monde qui subissent les assauts les plus violents de l'Empire américain, ce n'est pas comme si rien ne se passait. La Russie, par exemple. Il y a eu des rapports à ce sujet. Beaucoup ont trouvé cette histoire. Un avion cargo russe lourd atterrit à Caracas en pleine tension entre les États-Unis et le Venezuela. Très intéressante. Beaucoup de gens l'ont vu et disaient que c'était Wagner. C'était Wagner, n'est-ce pas? Le contractant militaire privé, qui avait joué un rôle crucial lors de la bataille de Bakhmut en Ukraine, a fini par être dissous en raison des problèmes de Yevgeny Prigojine et de tout le drame qui s'est déroulé avec Vladimir Poutine. Néanmoins, la Russie a envoyé, quoi que ce soit, tout ce que nous savons d'après les rapports, c'est qu'un avion de transport lourd, un modèle associé à l'ancien groupe de mercenaires Wagner de son armée, a atterri au Venezuela. L'avion de transport Ilyushin IL-76 est arrivé à Caracas après un voyage de 2 jours qui l'a conduit de la Russie à travers l'Arménie, l'Algérie, le Maroc, le Sénégal et la Mauritanie jusqu'en Amérique latine. L'itinéraire à multiples escales illustre les trajets détournés utilisés pour éviter l'espace aérien occidental ou d'éventuelles inspections de cargaison dans des pays hostiles. Il est également possible que des livraisons ou des ramassages soient effectués en cours de route, car la Russie dispose d'une présence militaire en Algérie et au Mali. C'est d'ailleurs là que de nombreux anciens combattants de Wagner aident désormais les gouvernements et les nouvelles forces de la CEDEAO dans le Sahel occidental et ailleurs à lutter contre le terrorisme, né des opérations de changement de régime menées par les États-Unis en Libye et en Syrie. Désolé pour cette digression. L'appareil peut transporter jusqu'à 50 tonnes de fret ou 200 personnes, et il est connu pour avoir livré des armes légères, du matériel militaire et même des mercenaires. Les livraisons importantes, comme les systèmes de défense antiaérienne S-400, nécessiteraient probablement plusieurs voyages. Des rumeurs circulent selon lesquelles ce serait le cas. Des systèmes de défense antiaérienne seraient en route vers le Venezuela. Le Venezuela possède déjà, comme l'a dit la journaliste Camila Escalante dans mon émission, des Su-35 et des S-300 russes. Bien sûr, aucun système de défense aérienne n'est infaillible. Nous l'avons vu à maintes reprises, que ce soit en Iran ou en Ukraine par exemple. Cela ne signifie pas qu'il va gagner la guerre aérienne, n'est-ce pas? Mais le problème du Venezuela, c'est que l'opposition n'y est en réalité pas très populaire. C'est important. Et le Venezuela,
est un endroit incroyablement difficile pour mener une guerre conventionnelle. C'est un problème auquel les États-Unis sont confrontés partout dans le monde. Les États-Unis ont vraiment besoin de types d'opposition, de mandataires. Elle a besoin d'une guerre non conventionnelle, une guerre asymétrique. Car sans cela, son armée ne peut plus vraiment dominer comme autrefois. Non seulement parce qu'elle vieillit, qu'elle est motivée par le profit, et pour toutes les raisons que j'explique dans mon émission, mais aussi parce que la manière dont les États-Unis mènent une guerre, bombarder jusqu'à l'âge de pierre, puis envahir avec un nombre massif de troupes, ne rallie pas forcément qui que ce soit. Pendant la guerre du Vietnam, et même pendant celle d'Irak, on parlait sans cesse de gagner les cœurs et les esprits. Ridicule. Non. Vous n'allez pas obtenir le soutien d'une population si vous la bombardez, si vous détruisez son pays militairement, si vous violez ses femmes, si vous les agressez, si vous détruisez des familles en bombardant. Il parle de bombarder des aéroports. Soyons honnêtes, il s'agira d'aéroports civils. C'est ce que font les États-Unis. Ils disent « Oh, c'est une cible militaire », alors qu'en réalité, il s'agit d'une institution civile et d'infrastructures civiles. Ils s'inspirent souvent largement de la stratégie d'Israël. Et bien sûr, il est souvent difficile de savoir qui est le père et qui est le fils dans cette relation. Néanmoins, cela devient un point central, car on dit que le Venezuela a demandé l'aide de la Russie, de la Chine et de l'Iran. De nombreux grands journalistes se sont rendus au Venezuela et ont documenté la relation irano-vénézuélienne comme étant très étroite sur le plan militaire, notamment avec le commerce de drones. Par exemple, l'Iran dispose de drones assez performants, une technologie très avancée, ainsi que d'un certain commerce, n'est-ce pas? Ces deux pays sont sous sanctions et ils mènent entre eux des activités économiques pour atténuer ces effets, car chacun possède des ressources dont l'autre peut avoir besoin. On trouve même des marchés iraniens dans les rues de Caracas, par exemple, où les gens peuvent se rendre. Et je sais que The Grey Zone a déjà publié des reportages à ce sujet. Voici donc le rapport en question. Des documents américains ayant fuité. Ce sont des documents américains, donc à prendre avec des pincettes, révèlent que le Venezuela cherche à obtenir des systèmes radars, un soutien en matière de missiles et des réparations d'aéronefs auprès de ses alliés dans un contexte de tensions croissantes. Nicolás Maduro se tourne vers la Russie, la Chine et l'Iran pour renforcer les capacités de défense affaiblies de son pays. On parle de capacités affaiblies, mais le Venezuela n'a en réalité mené aucun combat pour le moment, même s'il fait face à une présence militaire américaine accrue dans les Caraïbes. Cette information a été divulguée au Washington Post. Des systèmes radars, des réparations d'aéronefs et des approvisionnements en missiles sont demandés. Apparemment, ces requêtes ont été transmises dans une lettre adressée à Vladimir Poutine, président de la Russie, devant être remises lors de la visite d'un haut conseiller à Moscou plus tôt ce mois-ci, ou peut-être l'a-t-elle été pendant cette visite. Il a également rédigé une lettre, Maduro donc, adressée au président chinois Xi Jinping, sollicitant un renforcement de la coopération militaire en réponse à l'escalade entre les États-Unis et le Venezuela, selon des documents publiés par le journal. Maduro a exhorté Pékin à accélérer la production par les entreprises chinoises de systèmes de détection radar afin de renforcer les défenses du Venezuela. Cela semble d'ailleurs assez tiré par les cheveux. Les documents ajoutent que, dans cette missive, Maduro a souligné la gravité de l'agression américaine perçue dans les Caraïbes, présentant une action militaire des États-Unis contre le Venezuela comme une action contre la Chine en raison de leur idéologie commune. Voilà ce qu'on nous rapporte. So that's what we're being told.
Et cela pourrait être fabriqué à certains égards, parce que, eh bien, il ne serait avantageux que pour les élites de Washington de relier le Venezuela à chaque adversaire. Nous l'avons déjà vu, n'est-ce pas? Le Venezuela est lié au Hezbollah parce qu'il soutient la résistance palestinienne. Et nous avons ensuite vu des affirmations selon lesquelles le Hezbollah ferait passer du fentanyl de Chine au Venezuela. Tout cela relève d'une insinuation très grossière, vulgaire et inefficace à bien des égards. Mais malgré tout, c'est ce que font les États-Unis. Leur machine de propagande transforme cela en un nouveau théâtre de guerre froide. Cependant, il est important de noter que la Russie et la Chine entretiennent effectivement des relations profondes. La Chine a un partenariat tout temps avec le Venezuela, ce qui signifie que le Venezuela la considère comme l'un de ses alliés prioritaires, partenaires commerciaux et un pays avec lequel il souhaite construire et prospérer ensemble. Écoutez, la Russie et la Chine n'ont jamais dit qu'elles ne soutiendraient pas militairement les pays avec lesquels elles ont des partenariats. Nous l'avons vu avec l'Inde et le Pakistan lors de ce conflit. C'était en 2020 ou en 2024. Vous savez, nous avons vu ce qui s'est passé quand le Pakistan a utilisé les JCC chinois. Ces avions plus anciens étaient censés être extrêmement efficaces, et ils ont même détruit un appareil militaire français. Donc vous voyez, ce n'est pas quelque chose qu'il faut écarter d'un revers de main. Le Venezuela reçoit probablement une aide militaire de quelqu'un, car il ne va pas tout construire localement, surtout compte tenu du fait qu'il est sous sanction, ce qui le désavantage. Mais malgré tout, cela devient une véritable menace. C'est devenu une véritable menace pour le Venezuela, les opérations de changement de régime. Les gens doivent comprendre pourquoi cela se produit à plusieurs niveaux. Depuis 1998, lorsque Hugo Chavez a été élu président, le Venezuela poursuit son propre projet politique et économique que les États-Unis n'apprécient pas. Le Venezuela a nationalisé son pétrole et a tenté de redistribuer cette richesse pour financer le logement social et divers autres projets. Il a construit des millions de logements pour les Vénézuéliens les plus pauvres afin de contribuer à réduire la pauvreté. Même aujourd'hui, sous sanction, le Venezuela continue d'investir autant qu'il le peut pour s'assurer que ces sanctions ne détruisent pas la vie des gens ordinaires. Et ils ont fait un assez bon travail si l'on regarde les chiffres économiques. Ne regardez pas les chiffres de la monnaie, car les sanctions, bien sûr, vont fausser cela. Mais en ce qui concerne la manière dont le Venezuela a réussi à protéger les moyens de subsistance de son peuple, il a fait un travail correct, malgré les sanctions, la migration forcée et tous les autres problèmes qui l'ont frappé. Voilà donc une première raison. Le fait est que le système politique et économique du Venezuela est une abomination pour ce que veulent les États-Unis, c'est-à-dire un serviteur. Ils veulent que le gouvernement vénézuélien leur soit soumis. Ils veulent qu'un agent de la CIA y retourne. Pendant la première administration Bush, ils ont enlevé Hugo Chavez. La CIA l'a enlevé. Mais que s'est-il passé ensuite? Le peuple est descendu dans la rue, il a exigé son retour et il a été rendu. Donc, cet environnement politique n'a pas nécessairement disparu. Une autre grande raison, c'est le pétrole. Chaque fois qu'il y a une grande quantité de pétrole, même si les États-Unis ne veulent pas tout consommer pour eux-mêmes, s'ils peuvent contrôler le marché pétrolier et le manipuler, c'est en grande partie ce dont il s'agit dans le système du dollar. Cela donne à l'Empire américain une plus grande capacité à influencer à la fois le marché mondial et ses entreprises géopolitiques. Ainsi, si le Venezuela pouvait tomber sous sa domination, il serait en mesure de contrôler les choses de manière similaire à la façon dont l'Arabie saoudite pompe du pétrole pour faire baisser les prix ou ferme le robinet lorsque les prix doivent être plus élevés. Cette dynamique, ils veulent voir cela.
Ils veulent voir ces ressources retirées des mains du peuple et du gouvernement vénézuélien pour être placées entre les mains de ceux qui obéiront aux ordres des États-Unis. Une autre raison, et je pense que c'est peut-être la raison politique la plus importante, en gardant à l'esprit ces deux dynamiques, c'est le monde multipolaire. Le Venezuela est l'un des derniers gouvernements. Nous avons le Brésil sous Lula, qui connaît de nombreux problèmes internes, bien plus que le Venezuela lui-même. Donc, le Venezuela, le Brésil, il ne reste pas beaucoup de pays, n'est-ce pas? Nous avons vu l'Argentine tomber entre les mains du libertarien Javier Milei, qui ne fait que prendre les renflouements américains, dépouiller entièrement le pays de ce qui lui reste et le vendre au plus offrant. La situation en Amérique latine est très grave. Mais lorsqu'il s'agit du Venezuela, de Cuba et des Caraïbes, lorsqu'il s'agit du Brésil et de ces pays, les États-Unis veulent étouffer et briser la multipolarité. Le Venezuela est donc un point d'attention particulièrement important à cet égard. C'est l'ennemi public numéro 1, ou peut-être 1A. En général, c'est Cuba qui occupe la première place. Mais malgré tout, le Venezuela, compte tenu de ses ressources pétrolières abondantes, prend souvent encore plus d'importance que Cuba. Voilà les raisons. Et la question maintenant est de savoir s'ils réussiront. Seront-ils capables de l'emporter au Venezuela dans une guerre si elle devait éclater? Car ce n'est même pas garanti qu'elle ait lieu. Eh bien, examinons cet article. Je voulais le montrer parce qu'avec tout cela en tête, je pense qu'il est important de se demander, est-ce que cela va se produire? Cela vient du Christian Science Monitor, une source très institutionnelle, d'accord? Ce n'est pas un média pro-Venezuela ou pro-monde multipolaire, c'est le Christian Science Monitor. Et je veux simplement citer un passage en particulier. Les défis du changement de régime. Le voici. Tout le contexte est là. Des forces américaines s'entraînent au large de Trinité et Tobago. Le destroyer lance-missile USS Gravely y a fait escale. Des forces d'opération spéciales ont également été aperçues dans la région. Et l'arrivée du Gerald Ford ajoute 5000 marins, en plus des 10 000 soldats stationnés à Porto Rico. Mais ce n'est pas une mince affaire, n'est-ce pas? Peu importe à quel point les États-Unis militarisent la région, ils devraient déployer une force de 50 000 soldats. Et certaines estimations d'experts militaires parlent même de 200 000 pour s'engager dans une guerre terrestre. Je ne pense pas que cela arrivera, car je ne crois pas que les États-Unis, ni l'administration Trump, puissent se permettre une guerre terrestre sans perdre complètement les élections de mi-mandat. Et ensuite, bien sûr, cela pourrait totalement délégitimer le soi-disant mouvement de développement MAGA, ou quel que soit le nom qu'on veuille lui donner. Ce serait terminé, fini, clos. Il y aurait une migration massive hors de ce mouvement. Ce serait le chaos. Et en fin de compte, il remettrait, pour ce que cela vaut, puisque les démocrates sont des bellicistes et des agents de l'Empire, le pouvoir politique aux démocrates, sans que ces derniers aient à faire quoi que ce soit. Donc, ce ne serait ni rapide ni facile, dit le président du dialogue interaméricain. Ce serait prolongé. Il n'y a pas d'appétit pour la mort chez les démocrates, des troupes américaines aux États-Unis, pour des soldats américains mourant sur le sol vénézuélien. Et c'est un élément important, n'est-ce pas? La taille du Venezuela, son relief, ses centres urbains, ses forêts tropicales. La guerre terrestre y est très difficile. Les troupes devraient affronter plusieurs groupes armés, dont le sort est étroitement lié à celui de Maduro, disent-ils, y compris des groupes impliqués dans l'exploitation minière illégale. Il y a beaucoup de propagande ici. Le fait est que, ce qu'ils disent vraiment, c'est que d'abord ces groupes armés, ces milices, sont nos gens, et ces gens vont riposter. Il faudra donc s'en occuper. Beaucoup de personnes vont mourir, y compris des soldats américains. Et, vous savez, ce n'est même pas pour dire comment. Je dis toujours cela à tout le monde.
Que se passe-t-il si les États-Unis voient quelque chose couler ou être abattu? Que se passe-t-il si un avion américain est abattu? Que se passe-t-il si un destroyer américain est touché? C'est un gros problème. Les États-Unis ne peuvent pas gérer cela politiquement. C'est un empire très fragile en ce moment, très sensible. Son exceptionnalisme est constamment remis en question à travers le monde. Le génocide à Gaza l'a anéanti. Le conflit en Ukraine a révélé sa faiblesse militaire, son incapacité à faire quoi que ce soit contre la Russie. La Chine, elle, ne cesse de croître de manière exponentielle. Ses réussites s'accumulent encore et encore, et elles dépassent tout simplement les États-Unis. L'Empire américain est très, très, très sensible. Donc, la raison pour laquelle la guerre de 12 jours avec l'Iran a dû se terminer, c'est que les États-Unis craignaient énormément qu'Israël ne soit aplati, au point que, oui, peut-être qu'il existerait encore, peut-être pendant un certain temps, mais ce serait très embarrassant pour les États-Unis de ne pas pouvoir protéger Israël. L'Empire est donc très fragile en ce moment, et il est très incertain que les États-Unis puissent même supporter, politiquement, la perte d'un avion de chasse américain, un F-35, un F-16, ou le naufrage d'un destroyer américain. Si cela arrivait, que se passerait-il ensuite? Une escalade totale, une erreur de calcul complète et désastreuse. Quoi qu'il en soit, ce ne serait pas bon, n'est-ce pas? Cela mènerait à un effondrement des marchés, à une crise économique. Cela conduirait à une situation politique intenable. C'est pourquoi les frappes aériennes sont plus probables. C'est ainsi que les États-Unis préfèrent généralement agir. Envoyer ces F-18 Hornet, lancer ces missiles de croisière. Les frappes offensives viseraient les centres de commandement et de contrôle. N'est-ce pas? Non, 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 non. Il y aurait des frappes pour soumettre la population. Ils voudraient que la population soit soumise. Mais ce ne serait pas facile, car que se passe-t-il quand on bombarde un peuple dans un pays? Ces gens ne vont pas vous apprécier. Ils vont vous détester encore plus. Et cela pourrait, si les États-Unis décident, c'est mon évaluation, si les États-Unis décident de s'impliquer militairement dans un bourbier au Venezuela, entraîner une conséquence. Toute la région d'Amérique latine deviendrait plus unie que jamais contre l'Empire américain. En ce moment, la situation politique en Amérique latine n'est pas facile. Vous avez des pays comme le Venezuela et le Brésil en Amérique du Sud, par exemple. Ils essayent de tracer une voie vers la multipolarité et une certaine indépendance vis-à-vis de la politique étrangère des États-Unis. Mais beaucoup de pays restent coincés avec des régimes et des gouvernements très soumis. L'Équateur, par exemple. Et même la Bolivie aujourd'hui, qui fut autrefois un bastion de l'indépendance en Amérique latine, sous Evo Morales puis sous Luis Arce, ne l'est plus. Ils viennent de perdre cette élection. L'élection est revenue aux soi-disant centristes, ce qui signifie généralement un parti ou un groupe politique prêt à vendre les ressources aux États-Unis et à l'Occident. Donc, ce n'est pas une situation facile, mais il s'agit d'indépendance, de peuples qui valorisent la souveraineté. Si les États-Unis bombardent et créent une situation qui les fait apparaître comme les bellicistes qu'ils sont, eh bien, beaucoup de gens vont se rassembler autour d'un autre projet politique. C'est généralement ce qui se passe. C'est pourquoi ces guerres se retournent sans cesse contre eux et échouent. Alors vous savez, maintenant je veux passer à autre chose. Nous avons ici de nombreux éléments. Nous avons comment le monde multipolaire gère-t-il cela? La Russie et la Chine soutiennent continuellement le Venezuela, économiquement, militairement, et l'Iran aussi. Nous avons la question de savoir si l'armée américaine est même capable de faire cela. Mais nous avons aussi, je pense, la guerre de propagande qu'il faut vraiment examiner. D'accord? Alors, vous vous souvenez peut-être que Maria Corina Machado,
la figure de l'opposition vénézuélienne, a remporté le prix Nobel de la paix cette année. Récemment, en fait. C'était quoi, le mois dernier? Donc c'est une figure de l'opposition, et elle n'est pas pour la paix. C'est une va-t-en-guerre. Ce qui est très révélateur de ce que je considère comme une véritable opération, lui attribuer le prix Nobel de la paix, la consacrer comme chef de l'opposition, ce qu'elle n'est en réalité pas. Et je vais vous le montrer, mon ami Ben Norton l'a démontré, c'est que Maria Corina Machado n'est pas seulement opposée à la paix, elle réclame activement la guerre. Elle est passée dans les médias occidentaux grand public. Elle a récemment parlé à Bloomberg et a littéralement déclaré qu'elle soutenait que les États-Unis bombardent son pays. Voilà. Soutenez-vous des frappes militaires américaines sur le territoire vénézuélien dans le cadre de ce que vous appelez un processus? Je crois que l'augmentation de la pression et l'escalade en cours sont le seul moyen de forcer Maduro à comprendre qu'il est temps de partir. Voilà. Voilà, c'est ce qu'elle soutient. Elle dit que l'escalade est la seule façon de faire comprendre à Maduro. Qu'est-ce que cela veut dire? Que c'est la seule manière de le renverser, non? Mais cela montre quelque chose. Les gens devraient comprendre que si la figure de l'opposition censée être si pro-démocratique appelle à des frappes militaires américaines, qu'est-ce que cela dit de son projet politique? Rappelez-vous, elle est du genre à être liée à Juan Guaido. Où est-il? Il a été adoubé par l'administration Trump pendant son premier mandat. Et qu'est-il devenu? Parti. Il est parti. Il est parti parce que personne ne l'aime. Je ne sais pas où. Il est à Miami quelque part, vivant sa vie, financé par la CIA, quelque part jusqu'à sa mort. Mais il n'a jamais été une figure légitime. C'était un implant. Madame Machado ici montre ses véritables forces et met aussi en évidence la faiblesse du projet politique de l'opposition, car il ne devrait pas avoir à compter sur des frappes militaires américaines. Pourquoi ne pas simplement le faire par des élections? Oh, eh bien, c'est tellement réprimé, tellement opprimé. Je suis désolé, mais il n'y a pas seulement 12 ou 13 ans. Le même système politique que Jimmy Carter a qualifié de l'un des plus démocratiques au monde. C'est lui qui l'a dit. C'est un Américain, un ancien président des États-Unis. Le Venezuela a des élections. Le Venezuela a un système de vote. À mon avis, je pense qu'il est bien plus démocratique que celui des États-Unis. Mais même si ce n'était pas le cas, cela existe toujours. Et si l'opposition est soutenue par les États-Unis, alors pourquoi ne pas essayer de la manipuler pour gagner électoralement? Eh bien parce que, peu importe à quel point on manipule un système électoral, il faut toujours que des gens votent pour vous. Et des personnes comme Machado n'ont pas ce niveau de soutien. Je vais simplement vous montrer ce que Ben Norton a écrit à ce sujet. Il a dit que Maria Machado promet de privatiser le pétrole, que les entreprises américaines vont gagner beaucoup d'argent et qu'elle est la lauréate du prix Nobel de la paix. Je veux vous montrer ce qu'il a dit à propos des élections, car c'est important. Avec qui elle travaille réellement, l'administration Trump. Allons-y. Travailler au sein de l'administration Trump pour renverser le gouvernement. Le problème, c'est qu'elle n'est même pas la figure politique d'opposition la plus populaire. En 2012, elle n'a obtenu que 3,66% des voix au sein de l'opposition. Donc, ce n'est même pas contre Maduro, c'est à l'intérieur des partis d'opposition. Et voici les résultats. C'était Enrique Capriles qui, pendant un temps, était considéré comme le modéré, soi-disant pro-américain, pro-démocrate et prétendument défenseur de la démocratie. Capriles condamne en réalité des personnes comme Machado parce qu'elles sont violentes. Ce sont elles qui dirigent les guarimbas au Venezuela. Cela s'est aussi produit au Nicaragua. J'avais complètement oublié le Nicaragua, mais le Nicaragua,
Il mène ces soulèvements violents de riches, des riches payés par d'autres riches pour faire des choses terribles, comme blesser des gens ordinaires et des travailleurs dans la rue, afin de créer le chaos et de donner l'impression que le gouvernement doit être renversé parce que la situation est ingérable. En gros, des acteurs de crise avec de vraies conséquences pour la population. C'est ça qui elle est. Une grande partie des gens qui veulent une solution militaire, qui veulent qu'il y ait une invasion, ne vivent pas au Venezuela, dit Capriles. Ils ne considèrent même pas quelles en seraient les conséquences. Des vies humaines sont perdues. Voilà la véritable opposition, non? L'organisation qu'elle soutient est financée par le National Endowment for Democracy depuis 2003. Et regardez, la voilà avec George W. Bush. Elle a soutenu toutes les guerres de George W. Bush, Irak, Afghanistan, etc., etc. C'est ce qu'elle est. C'est ce qu'elle est. C'est ce que Maria Corina Machado représente. C'est ce dont nous devrions être conscients à son sujet. Et la raison pour laquelle je voulais en parler, c'est que le modèle que les États-Unis ont actuellement pour le Venezuela n'est pas bon. Il n'est pas stable. Il n'y a rien de planifié à ce sujet. Les États-Unis utilisent le prétexte des stupéfiants et tout cela, ce qui est ridicule, car le Venezuela n'est pas la principale force du trafic de drogue en Amérique latine. C'est la DEA, soyons honnêtes. C'est les États-Unis eux-mêmes. C'est quelque chose qui dure depuis des générations. Cherchez Gary Webb. Renseignez-vous sur le scandale Iran-Contra, qui est effectivement passé par des pays comme le Nicaragua pendant le mouvement des contrats antisandinistes. Les proxys, les forces violentes que les États-Unis soutenaient. Il y avait beaucoup de trafic de drogue, de contrebande d'armes, tout cela. Mais quoi qu'il en soit, avec la cocaïne, il l'a prouvé. Cherchez-le. Mais dans l'ensemble, lorsqu'il s'agit du trafic de drogue dans des endroits comme la Colombie, par exemple, et d'autres parties de l'Amérique latine, les États-Unis y jouent un rôle important. C'est donc absolument ridicule. L'administration Trump bombarde simplement des bateaux, tuant des dizaines et des dizaines de personnes. Nous ne savons pas qui elles sont. Ils bombardent juste les bateaux. Et c'est pas du tout une stratégie. Les États-Unis n'ont pas de stratégie ici. Les États-Unis vont simplement essayer, comme le dit Trump, de tous les tuer. Et espérons-le, en les tuant tous, le gouvernement du Venezuela se soumettra. Voilà la politique. Voilà l'orientation. That is the policy. That is the orientation.